Nouveau numéro du JT des JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les enquêtes relatives à la tentative déjouée d'une atteinte à la sûreté de l'État se poursuivent dans la plus grande discrétion. Les autorités de la chaîne judiciaire continuent d'examiner les éléments de cette affaire qui suscite de vives interrogations et commentaires au sein de l'opinion publique. Des personnalités influentes sont désormais visées, notamment l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, et Roch Nieri, homme d'affaires et proche d'Olivier Bocor. Plus de détails dans cette édition. Les membres de l'association Old Universities Friends ont fait don de kits scolaires aux écoliers. C'était ce mercredi 25 septembre à l'école primaire publique Fondji dans l'arrondissement de Serrouet, commune de Tofo. Un geste qui est à sa deuxième édition après celle de l'EPP Tokpa Zungo Sud à Abomey-Calavi. On fait le point dans un instant. Portée disparue depuis le 10 septembre 2024, l'athlète béninoise spécialiste d'heptathlon, Odile Arwanwanou, a été retrouvée saine et sauve. L'information a été confirmée par la police nationale de la Seine-Maritime à travers une publication Facebook ce vendredi en milieu de matinée. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. On démarre cette édition par cette nouvelle qui alimente l'actualité depuis quelques jours au Bénin. Il s'agit bel et bien de l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bocor ainsi que l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Suite à leurs interpellations, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, a livré ce mercredi 25 septembre 2024 un point de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur les faits qui leur sont reprochés. À ce propos, je vous invite à suivre la substance de la déclaration du procureur spécial, des propos recueillis par ESAE TV. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bocor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis
le 24 septembre 2024 en espèces, une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Romeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Romeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji n'est pas resté insensible face à cette arrestation. À cet effet, il a invité les Béninois à faire confiance en la justice pour résoudre cette affaire. C'était ce vendredi matin au siège du quotidien La Fraternité. En sa séance hebdomadaire avec la presse, suivait un extrait de son allocution. La justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera sur les tenants et aboutissants de l'affaire et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail pour dire le droit, dire ce qu'il en est, et qu'à la fin, nous soyons tous situés. Après la stupeur suite à l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bocor et de l'ex-ministre Oswald Romeki, les réactions fusent dans les rangs du camp présidentiel. L'amicale des anciens députés de la 8e législature condamne la vérité poutiste et revendique sa fidélité à l'ordre constitutionnel. À ce sujet, écoutons le porte-parole de cette amicale, l'ex-député Sedami Fagla. La nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité ainsi que la bienveillance de Dieu et des mânes de nos ancêtres ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial Près-la-Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Ce d'autant que l'opinion nationale et internationale a cru que la période d'accession au pouvoir par la force était révolue chez nous au Bénin depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Depuis lors, notre pays a fait des pas dans le renforcement de ces institutions et l'instauration de l'état de droit sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin, porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion
pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous réitérons le credo de notre démocratie qui veut que des élections libres et transparentes soient les seuls et uniques moyens d'accéder au pouvoir sur la terre de nos ancêtres. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Nous invitons pour finir les uns et les autres à prier pour notre cher et beau pays, le Bénin, et son chef, le président Patrice Talon. Toujours dans le même registre, l'enquête relative à la tentative d'échouer d'une atteinte à la sûreté de l'État se poursuit dans la plus grande discrétion. Les autorités de la chaîne judiciaire continuent d'examiner les éléments de cette affaire qui suscitent de vives interrogations et commentaires au sein de l'opinion publique. Des personnalités influentes sont désormais visées, notamment l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom. Actuellement hors du territoire, Séverin Quenom est convoqué par la police. Même si la convocation ne mentionne pas l'objet, une source bien indiquée renseigne qu'il s'agirait de la procédure judiciaire en cours dans l'affaire sus indiquée. Une autre source apprend que Roch Nieri, un homme d'affaires proche également de l'homme d'affaires Olivier Bocco et beau-frère de ce dernier, aurait été également convoqué par les officiers de la police judiciaire. Toutefois, les raisons précises de ces convocations restent encore inconnues, ainsi que la date des convocations des deux personnalités. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, portée disparue depuis le 10 septembre 2024, l'athlète béninoise spécialiste d'heptathlon, Odile Arwanwanou, est retrouvée saine et sauve. L'information est confirmée par la police nationale de la Seine-Maritime à travers une publication Facebook ce vendredi 27 septembre 2024 en milieu de matinée. Pour rappel, Odile Arwanwanou était portée disparue depuis le 10 septembre 2024 après avoir déposé son enfant chez l'assistante maternelle. À la question de savoir pourquoi cette disparition et que s'est-il réellement passé durant son absence, nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions de journal télévisé. Depuis 2021, la réforme enclenchée dans l'enseignement supérieur au Bénin, le recteur est désigné par une nomination prise en Conseil des ministres. Une réforme qui justifie la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. C'était au cours de l'entretien spécial consacré au bilan des 8 années de gestion sous le régime de Patrice Talon dans son domaine. Entretien animé par les confrères Wahab Alekbara de Canal 3 Bénin et Renaud Akakpo de la télévision nationale. Suivez un extrait de ses propos. C'est parti d'un séminaire ministériel présidé par le chef de l'État. Parce que ce qui se passait tel que je l'ai décrit tantôt était ahurissant. Et il fallait se rassurer de ce que les responsables des universités ont la bonne compréhension de leurs responsabilités, de leur mission. C'est ce qui a permis donc, de mettre d'abord en place le CIEDE, et qui est l'organe de régulation qui permet de donner à chaque entité la bonne compréhension de ce qu'elle doit faire, et de faire en sorte que ces actions ne paralysent pas les autres des autres maillons. Et après cela, c'est la désignation, la mise en place des conseils d'administration. Ça aussi, c'est les nouveaux organes au niveau de nos universités. Ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est avec le gouvernement de la rupture que les premiers conseils d'administration des universités ont été
institués. Et ce sont ces conseils d'administration qui ont procédé donc, à tout le processus de désignation des hauts responsables. Alors, ces hauts responsables sont désignés sur la base d'un appel à candidature. Ce n'est pas effectivement, si vous avez dit polémique, c'est parce que tout le temps, dans le milieu universitaire, ce qui caractérise ce milieu, c'est la désignation par les élections. Oui. Mais on sait, moi-même, je viens de même système. On sait que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Et dans tous les cas, on ne peut aller vers un bon système éducatif et de meilleurs produits qui sortent de ce système que sur la base d'une bonne responsabilité des acteurs. Et donc, ceux-là qui, pour la première fois, ont déposé un dossier d'appel à candidature. Ils ont participé à cela. Ils ont exprimé leur vision. Comment ils comprennent la vision de développement de l'université. Comment ils entendent assurer le fonctionnement des universités. La gestion budgétaire, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. De connaître les rouages vraiment de maîtrise d'un budget, les équilibres, etc. Et en même temps de s'assurer de ce que les organes au niveau des entités fonctionnent très très bien, que les évaluations se passeront vraiment dans les délais et que les actes administratifs qui sanctionnent ces évaluations seront également délivrés dans les délais. C'est tout ça qui rentre dans l'évaluation. La crise survenue sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi en 2016 a conduit le gouvernement de la rupture à déterminer une série d'actions visant d'une part à définir un nouveau mode de collaboration avec les organisations estudiantines et à améliorer les conditions de vie des étudiants d'autre part. Lors de l'émission Reddition de comptes co-animée par les confrères Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin et Renaud Akapo de la Télévision nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan est revenue sur ces nouvelles modalités de collaboration. C'est peut-être le début. Maintenant, les choses ont beaucoup avancé. Au début, comme vous le savez, il y a les organisations estudiantines qui comportent en leur sein des institutions affiliées. Et donc, chaque organisation estudiantine peut avoir une dizaine, quinzaine d'institutions spécialisées. Et ça fait qu'avec l'autorité, si toutes ces institutions doivent venir réclamer, poser leurs problèmes au niveau de l'administration, on ne s'en sortirait pas. C'est pour cela que cette réforme a permis de les organiser, de les structurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent le faire, mais certainement qu'ils ne le font pas de la façon la plus efficace pour ressentir le bénéfice. C'est pour cela que la réforme a permis de les restructurer. Et puisqu'il est important quand même de noter que ces apprenants qui viennent et qui se forment viennent également se former, prendre quelques responsabilités pour leur vie sociale, pour leur vie, donc l'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous voyons cela de près afin que à la sortie de leur formation, qu'ils soient assez outillés. Vous voyez parfois les étudiants là, ils sont très fertiles, ils sont ingénieux parce qu'ils ont eu le temps de l'apprendre sur le tas. Oui. Donc nous avons mis en place cette réforme et depuis lors, nous avons les organisations estudiantines les plus représentatives. Maintenant, la difficulté au début, c'est que ces organisations qui remportent ces élections et qui viennent maintenant échanger avec l'administration sur toutes les questions relatives à leur formation, à la vie dans les résidences universitaires, les allocations, toutes les préoccupations doivent provenir de leurs différentes institutions et non de leur propre institution. Donc les grandes institutions, par exemple, si on est parti de 3 grandes organisations syndicales ou estudiantines, et finalement, si c'est une qui arrive, mais les 2 autres qui ne sont pas des moindres doivent être s'allier derrière. Et nous ne manquons pas de le dire à ces responsables qui sont vraiment très courtois et qui, ça dépend de la façon dont on communique avec eux. Ils sont des responsables de demain et nous devons pouvoir le leur montrer. Et lorsque nous utilisons les meilleurs mécanismes, ça se passe vraiment très bien.
Dans un autre registre, de quoi a l'air le nouveau visage du système de santé aujourd'hui dans le secteur public au Bénin? Voici une interrogation auquel le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a répondu au cours d'une émission co-animée par Christian Gondjo de Radio Bénin et Angèle Toboula de E-Télé Bénin. Suivez un extrait des réponses du ministre de la Santé béninois face à la série de questions relatives au bilan de l'exécution du programme d'action de gouvernement dans le secteur sanitaire au niveau du secteur public avant 2016. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. Les populations n'avaient pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. Dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes. L'ensemble des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldé. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. Le gouvernement a mis en place un programme, ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays. Pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Nous avons, depuis 2016, lancé vraiment un vaste programme sur les ressources humaines. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maternité du pays qui ne dispose pas d'une sage-femme, la grande majorité des cas, ou tout au moins d'une infirmière qui ait toutes les qualifications requises pour pouvoir accoucher les femmes. Aujourd'hui, il y a 113 centres de santé d'arrondissement qui ont été totalement médicalisés. Parce qu'on s'est dit que pourquoi est-ce que la population de X ou Y n'aurait pas une chance de pouvoir se faire soigner par des médecins un jour? Aujourd'hui, nous avons plusieurs de nos compatriotes médecins ou paramédicaux qui sont en stage actuellement ailleurs pour pouvoir avoir le renforcement de compétences nécessaires et venir servir notre pays. Le gouvernement a pris en charge totalement les interventions chirurgicales cardiaques. Et nos compatriotes médecins paramédicaux qui sont actuellement en stage sont pris en charge également entièrement par le gouvernement. Des audiences à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC après sa tournée de prise de contact avec ses pairs locataires d'institutions. Le président de la HAC, Edouard Kokuloko, a reçu les associations professionnelles des médias au Bénin. Une occasion pour les hôtes du président Edouard Loko d'évoquer la croissance et la stabilité des entreprises de presse. Plus de détails dans cet élément signé ORTB. Un début de semaine chargé pour le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Plusieurs responsables d'associations de presse ont été reçus en audience. Au menu des échanges, civilité et autres sujets clés de la vie des médias au Bénin. Nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment œuvrer pour l'amélioration de la vie des médias, de la vie des entreprises de médias au Bénin. Nous avons rencontré le président de la HAC pour lui parler un peu de nos conditions de vie dans les organes de presse où nous intervenons. Nous sommes des personnes handicapées visuelles en République du Bénin ici, à intervenir sur quelques chaînes de radio et télévision, mais nos conditions de vie sont encore un peu précaires, je dirais. Occasion pour l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, de revenir sur la corrégulation entre organes. Quel va être le partenariat ou la relation entre l'ODEM et la HAC à travers ce que
nous pouvons appeler la co-régulation. Si hier, cette co-régulation était une croix barrière, aujourd'hui, nous venons d'entendre du président que nous allons fonctionner, nous allons faire activer cette co-régulation. Et c'est très, très, très important pour nous. D'abord, il était question de présenter l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui a été installée après la signature des conventions entre la HAC et plusieurs médias en ligne. Nous avons soumis nos préoccupations qui sont entre autres l'assainissement du secteur des médias en ligne. C'est 56 médias en ligne qui sont autorisés, mais sur le terrain, il y en a plus qui exercent et qui font une concurrence déloyale à nous qui avons les licences légales, qui avons subi un certain nombre de processus pour avoir la convention avec la HAC. Donc nous avons soumis cette situation à la haute autorité. Nous avons également parlé de la formation. Avec à sa tête Édouard Loko, la 7e mandature de la HAC a été installée le 22 juillet 2024 pour un mandat de 5 ans. Cette édition se poursuit. Les secrétaires exécutifs et responsables du développement local et de la planification des mairies des 4 départements du Nord Bénin sont en atelier régional de vulgarisation d'un outil stratégique dénommé Score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier organisé par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB dans le cadre du projet Cascade avec le soutien financier de CARE International a pour objectif principal de former et sensibiliser ces agents communaux sur l'utilisation de cet outil stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La cérémonie de lancement de cette initiative s'est déroulée à Parakou ce mardi 24 septembre en présence du représentant du ministre de la Décentralisation et des partenaires techniques et financiers de l'ANCB. Le reportage est signé Canal 3 Bénin. Secrétaire exécutif et responsable du développement local et de la planification des mairies des 4 départements du Nord Bénin s'imprègne de l'utilité du CISAN, le score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit d'un outil stratégique qui vise à évaluer le niveau d'intégration de la nutrition dans les plans de développement agricole en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Bénin. Cet atelier a donc pour objectif d'outiller les participants à l'intégration efficace de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement communaux et les plans annuels d'investissement. L'objectif de cet atelier est bien sûr de vous amener à vous approprier cet outil qui vous aide à améliorer le niveau de prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Parce que si les communes doivent évoluer, ce sont les ressources humaines. Nous ne sommes pas encore à un niveau de robotisation très avancé pour qu'on puisse se passer du capital humain pour avancer. Pour l'instant, on va faire avec les hommes. Et avec quels genre d'hommes nous voulons faire? Les hommes qui ont été bien formatés, bien forgés, dont les ménages sont en forme pour concevoir, n'est-ce pas, les politiques de développement. C'est pour demain que nous travaillons. Cet atelier de 3 jours revêt donc une importance capitale aux yeux des organisateurs car selon eux, la sécurité alimentaire reste un enjeu clé pour le développement local. C'est important pour nous parce que le développement humain est un outil d'évaluation et de planification des projets. Le projet Cascade étant basé sur l'existant, c'est-à-dire ce qui existe, les structures qui existent, nous n'allons pas créer d'autres. Et l'outil CISAN que la LCD a sollicité notre appui pour la mise à l'échelle. Étant donné que c'est un outil qui permet d'améliorer la sécurité alimentaire, la réduction de la malnutrition. Je pense qu'à travers cet atelier, vous allez davantage cerner l'outil qu'est CISAN afin de l'intégrer dans vos PDC pour son utilisation dans le cadre de la planification, de la budgétisation et du décaissement des fonds alloués à la nutrition dans les communes.
L'Association nationale des communes du Bénin et ses partenaires, en dotant les cadres des communes de ces 4 départements des compétences nécessaires pour utiliser le CISAN, vise à renforcer les efforts des collectivités locales pour combattre l'insécurité alimentaire et améliorer le bien-être des populations à la base. Le bureau exécutif de l'Association des dialysés du Bénin était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024. Représentant les personnes dialysées du Bénin, les membres du bureau ont salué la mesure prise par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi 18 septembre dernier en leur faveur. Il s'agit de l'exonération des droits et taxes de douane sur les kits de dialyse. Au micro de Canal 3 Bénin, le président de l'association a exprimé sa gratitude et celle de ses pairs tout en émettant une doléance à l'endroit du gouvernement. Suivez plutôt. La décision du gouvernement du 18 septembre 2024 dernier a fait du punch dans nos vies. Nous avons vu que c'est une décision qui est salutaire, mais qui a un mais. Ça ne peut pas nous empêcher de dire merci au gouvernement. Nous nous remercions pour tout ce qu'il fait depuis 2016 à ce jour. Et je ne veux plus citer les choses, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les centres de dialyse de Porto-Novo, d'Abomey et de Parakou sont fonctionnels aujourd'hui grâce au gouvernement. Et le CNHU a été renforcé. On a permis à beaucoup d'autres centres privés de commencer par nous prendre en matière de dialyse. Nous remercions le gouvernement. Mais ce que nous voulons, que nous n'avons pas encore eu, et qui est notre ultime doléance, c'est la prise en charge de tous les patients atteints de l'insuffisance rénale chronique au Bénin à 100%, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'agents permanents de l'État, d'indigents, tout ça là. Nous souhaiterions que ce pas-là, le pas ultime, soit posé pour la survie, pour la joie des patients et pour le rehaussement social prôné par notre cher président. Nous voulons que ce pas soit posé pour notre survie. La liste des membres retenus pour désormais siéger au Conseil économique et social pour le compte de l'Assemblée nationale sont désormais connus. Ils sont au total 51 personnalités à être désignées au terme d'un long processus qui a pris fin ce lundi 23 septembre au Palais des gouverneurs. Les détails avec la rédaction de l'ORTB. Entamé depuis la séance plénière du 12 septembre 2024, ce n'est que ce lundi 23 septembre que le processus devant aboutir à la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil économique et social a fini par aboutir. De la définition de la clé de répartition au choix des personnes, l'équation n'a pas été facile à résoudre pour les parlementaires. À l'arrivée, une liste unique adoptée par les députés, 99 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Au niveau national, ils sont 3 à être désignés à raison d'un membre par groupe parlementaire et à l'échelle départementale, 48 membres. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du lundi 23 septembre 2024 par 99 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention les personnalités devant siéger au Conseil économique et social CES au niveau départemental et national. Au niveau national, Amouda Issifou Razaki, Golou Emmanuel, Tigri Alassani. Le troisième point à l'ordre du jour concernant la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale fera l'objet d'un séminaire d'imprégnation avant étude. Ouverte le mardi 10 septembre 2024, la troisième session extraordinaire a été clôturée conformément à la réglementation.
Les membres de l'association Old Universities Friends ont fait don de kits scolaires aux écoliers. C'était ce mercredi 25 septembre à l'école primaire publique Fondji dans l'arrondissement de Serhoué, situé dans la commune de Tofo. Un geste qui est à sa deuxième édition après celle de l'EPP Tokpa Zongo Sud à Abomey-Calavi. Le point de la cérémonie dans ce reportage signé EZAE TV. Un ouf de soulagement pour les apprenants de l'EPP Fondji. Si la rentrée scolaire constitue un véritable casse-tête chinois pour certains parents, ce ne sera pas le cas pour plus d'une centaine de parents d'élèves de l'arrondissement de Serhoué, dans la commune de Tofo. L'association Old Universities Friends OUF a fait don aux écoliers de kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de chiffons et bien d'autres. Notre objectif par rapport à ce projet, c'est d'accompagner les enfants à chaque année pour qu'ils puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Quand on dit meilleures conditions, c'est qu'ils ont le nécessaire. Le nécessaire, c'est les kits, les outils qu'il faut pour aller à l'école, pour ne pas avoir trop de soucis. À l'approche de chaque rentrée, les parents sont souvent soucieux de comment faire pour avoir le nécessaire pour les enfants parce que vous savez, la situation économique est un peu dure. Donc nous, notre association les accompagne juste avec le peu que nous collectons au niveau des membres de l'association, au niveau de chaque partenaire. Et nous avons choisi de venir à Serhoué, EPP Fondji de Serhoué. Vous avez vu, l'année dernière, on était à 50 apprenants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 50 apprenants à 132 apprenants. C'est pas petit, c'est pas aussi beaucoup. Ils sont ici au nombre de 132, venus des 4 groupes d'enseignement qu'abrite l'EPP Fondji pour recevoir les kits offerts par les membres de l'association Old Universities Friends. Nous tenons à vous féliciter pour votre engagement à notre endroit. Nous vous encourageons à persévérer dans cette voie. Nous vous assurons que nous ferons un bon usage des kits scolaires. Et nous serons très utiles pour apprendre le meilleur cadeau que nous pourrions vous faire, c'est d'avoir une excellente moyenne à la fin de l'année et que vous soyez fiers de nous. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Pour les enseignants, ce don de kits scolaires constitue un réel coup de pouce pour l'apprentissage des enfants. Merci pour ce geste paternel que vous leur adressez. Et figurez-vous que jusqu'à présent, il y en a parmi eux et beaucoup encore qui ne sont pas à jour vis-à-vis des cahiers que nous leur demandons. C'est pour vous dire que ce geste d'accompagnement des familles est le bienvenu. C'était un moment plein d'émotions et de joie pour ces apprenants. Les élèves de l'EPP Fondji ont ensuite promis à leurs donateurs un taux d'admission de 100% à l'examen du CEP 2025. Rentrée universitaire à Parakou, la question de la sécurité sur le campus revient sur le tapis. À l'université de Parakou, de nombreux étudiants témoignent d'agressions, de vols et de violences aux alentours. Une situation qui inquiète la communauté universitaire. Quels sont les réels dangers auxquels sont confrontés les nouveaux bacheliers? Quelles sont les mesures à adopter pour assurer leur sécurité? Élément de réponse dans ce reportage signé EZAE TV. L'université de Parakou, porte d'entrée vers un avenir prometteur pour les nouveaux bacheliers, cache cependant des réalités bien plus sombres. Alors que la rentrée académique approche à grands pas, il est crucial que ces nouveaux bacheliers soient informés des dangers qui guettent tant sur le campus qu'aux alentours. L'insécurité y est un problème préoccupant et ignorer ces faits pourrait mettre en péril leur bien-être et leur réussite académique. Le premier danger auquel ils seront confrontés est sans doute celui des agressions nocturnes. De nombreux étudiants rapportent avoir été victimes d'attaques souvent violentes, notamment en sortant du campus à la tombée de la nuit. La ruelle longeant la clôture de l'université et menant à l'ERTB Parakou est tristement célèbre pour sa dangerosité. De jour comme de nuit, les étudiants y sont fréquemment dépouillés de leur smartphone et même de leur engin. Les alentours du marché Tchakitiban
ainsi que les voies de Baka sont aussi réputées pour être des zones à haut risque où les vols sont très fréquents. Le manque d'éclairage public et la présence d'individus malveillants transforment ces lieux en véritables pièges pour les plus imprudents. En parallèle, les abords du campus sont également le théâtre d'agressions sexuelles, particulièrement sur des étudiantes rentrant seules. Ces agressions, souvent perpétrées dans l'obscurité, laissent les victimes sans défense face à leurs agresseurs. Afin de prévenir ces tragédies, il est essentiel de toujours se déplacer en groupe et de signaler tout comportement suspect aux autorités locales. Le vol de moto constitue également un problème majeur pour les étudiants. Ces engins principaux moyens de déplacement sur le campus disparaissent régulièrement. Les zones de stationnement mal surveillées deviennent des cibles faciles pour les voleurs. Pour prévenir ce type de vol, il est conseillé aux étudiants d'utiliser les cadenas robustes et de toujours privilégier les espaces bien éclairés pour garer leurs engins. Par ailleurs, un autre phénomène favorise indirectement ces vols, la vente de smartphones entre étudiants ou à des inconnus. Cette transaction facilite l'écoulement des téléphones volés, encourageant les voleurs à poursuivre leur activité. Il est donc primordial de sensibiliser la communauté estudiantine à cette réalité et de limiter au maximum ces achats suspects. Enfin, une menace plus insidieuse réside dans l'influence néfaste de certains gangs étudiants. Ces groupes exercent souvent des pressions sur leurs pairs, les poussant à consommer de la drogue, ce qui peut dégrader l'atmosphère sur le campus et impacter négativement la vie académique. En conclusion, bien que l'université de Parakou soit un lieu de savoir et d'opportunité, il n'est pas exempt de risques. En prenant des mesures simples mais efficaces, telles que éviter les déplacements nocturnes en solitaire, sécuriser ses effets personnels et rester vigilant face aux comportements douteux, les nouveaux étudiants pourront profiter de leur parcours académique en toute sérénité. La prudence est de mise, mais avec vigilance et solidarité, il est possible de transformer cette étape de vie en une réussite éclatante. Et puis on parle sport à présent, retour du championnat national de la Super League professionnelle de football, saison 2024-2025. On démarre au nord avec Boa FC de Sinandé qui arrache le nul 1 partout face à l'AS Takuna ce samedi 28 septembre 2024 sur la pelouse du stade Sakakina Gezere de Kandi. Un résultat interprété différemment par les entraîneurs des deux formations. Suivez-les au micro de ESAE TV. C'est une équipe promue qui vient d'arriver en championnat et je l'ai suivi l'année passée. C'est une équipe promue, on n'avait pas l'expérience du championnat. Vraiment prendre un point à l'extérieur, c'est vraiment énorme pour moi. Avec le travail qu'on a fait avec mes poulains, encore plus, nous savons quand on va continuer, nous allons faire mal avec eux. Moi, je dis souvent à mes poulains, quand on joue les 90 minutes, tant que l'arbitre ne siffle pas les 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'à la fin. Il faut y croire. En croyant, ça peut venir. Ça peut venir. C'est sur ça que moi, j'ai travaillé mes enfants. Quand est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'au bout. C'est ça qu'on a fait et ça a payé. Je suis tellement satisfait. C'est une équipe promue qui vient en Ligue Pro. Vous pouvez même constater, une équipe qui n'a jamais joué la Ligue Pro, il vient. Et l'allure que la Ligue Pro est en train de prendre, c'est notre allure. Vous voyez, prendre un point à l'extérieur encore, c'est tellement énorme. Je vais vous surprendre, mais mes impressions sont les bonnes. Parce qu'on s'attendait à un match difficile contre de l'adversaire. On a joué en amical. On sait que c'est un premier match. Ce n'est jamais facile. On s'attendait aussi à prendre les 3 points. Mais néanmoins, l'adversaire est venu chercher le nul. Vous avez vu l'adversaire jouer juste devant sa phase d'opération. Et quand c'est comme ça,
c'est souvent difficile. Surtout que aussi quand tu n'as pas tous tes joueurs offensifs à disposition. Donc pour le match nul, je le prends sportivement, sachant qu'il y a encore du boulot à faire. Écoutez, vous êtes des sachants, vous comprenez, vous êtes sachants. Quand tu fais une préparation avec un effectif donné et que c'est à la veille contre tes femmes que tu ne peux pas avoir tes joueurs offensifs, alors que toute ta préparation a été faite comme ça, vous voyez, c'est difficile de changer. Et moi je dis que c'est un nul à prendre avec les deux mains. Parce que c'est hier qu'on a su que je ne pourrais pas avoir tous mes joueurs offensifs. Si vous allez voir sur le banc, on n'était pas 18. On n'était pas 18. Et j'apprends que l'adversaire n'a même pas prêté de licence. Eux, ils ont joué avec tout l'effectif. Donc, on a joué en moins. C'est une raison. Mais on pouvait quand même aussi négocier le match et prendre les 3 points. Mais, comme je vous l'ai dit, quand tu n'as pas tous les atouts offensifs en main, tu ne peux pas faire des changements adéquats. Néanmoins, je tiens à dire aux gens que c'est 36 journées, ce n'est pas une finale. C'est un match qu'on a joué. Les prochaines fois, quand tout le monde serait prêt, vous allez voir un autre visage de AS Takounais. Pour la suite de la première journée en déplacement cet après-midi du samedi 28 août 2024, Abeille FC a courbé l'échine 1-2 face à son hôte Beke FC. L'ouverture du score s'est faite par Beke FC et l'égalisation survient 3 minutes après par l'équipe d'Abeille FC grâce à un coup franc direct de Taro Godwill. Mais les locaux finissent par reverser le match en marquant le dernier but victorieux. Du côté de Savalou, ce dimanche, Espoir FC parvient à se défaire de son adversaire Dynamo de Parakou 2-1, un score qui réjouit les locaux. Les autres matchs de la première journée du championnat national se sont joués également le 28 et 29 septembre 2024. À Tofo, Aspac et Sobemap se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Les moments forts dans cet élément.
Dans le même registre, l'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3-0. Le point de la rencontre dans cet élément que voici.
Du côté de Porto Novo, au stade Charles de Gaulle, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points face à l'USS Kraké. Score final, 2 buts partout. Les détails dans cet élément. Ce dimanche, le vice-champion en titre du Bénin, Dadje FC Football, a été tenu en échec pour son entrée dans la saison 2024-2025. Face à l'AS Tonnerre, le club du peuple a fait le nul d'1 but partout. L'AS Tonnerre a pris le contrôle sur la partie à la 29e minute avec le but de Amoussa Hassani. Dadje revient dans la partie à la 54e minute grâce à Ariel Koni. Les détails dans nos prochaines éditions. D'une discipline à une autre, à 2 semaines du démarrage des championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, les 3 équipes béninoises engagées sont sur le pont. Immersion dans la préparation de Adidja HBC avec EZAE TV. Flowers CNSS s'active aussi bien chez les dames qu'en hommes pour les 45e championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Sous la houlette du directeur technique, et joueuses et joueurs reviennent sur les planchers du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou qui les ont vus sacrés champions du Bénin 2024 pour cette fois-ci affûter les armes pour ces joutes continentales. Quelques jours de repos aux joueurs. Ils sont revenus, on a amorcé la préparation de la Coupe d'Afrique. 2 séances par jour, des séances d'1h30, 1h30, en matinée et en soirée. Toute cette semaine, c'est comme ça va se passer. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans la période d'affûtage où nous allons diminuer le nombre de séances. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. Le groupe est homogène, le groupe se comprend bien. Application, rigueur et exigence. Le staff technique ne laisse aucun détail dans la mise en place des stratégies de jeu au niveau de l'équipe féminine. Nous sommes vraiment sur la dernière ligne droite. Donc actuellement, on est en train de faire travailler beaucoup plus la cohésion et en attaque, revoir les systèmes en attaque et travailler notre jeu défensif. Comme nous venons du championnat, nous allons juste faire l'effort d'entretenir et de faire les derniers réglages en attaque comme en défense.
Charles Toko, le président du club, assiste à la séance de l'après-midi de ce mercredi 25 septembre. Grand passionné de la discipline, il n'hésite pas à partager sa vision de jeu avec le groupe. En cette première semaine de préparation, le staff met l'accent sur la condition physique chez les hommes. Milado, tu es en retard. Oh! Logé dans la poule B en compagnie de FAP du Cameroun, de Raja Agadi du Maroc et de Don Bosco de la Côte d'Ivoire, Flowers CNSS Hommes rêve d'atteindre tout au moins le carré d'as. Les objectifs, c'est d'aller en demi-finale. Aller en demi-finale parce que je fais confiance au groupe et je sais que tout va bien se passer. Je connais bien l'équipe de FAP, je connais bien l'équipe de Don Bosco. On ne connaît pas l'équipe de Raja. Nous allons les voir jouer et puis on va voir ce que ça va donner. Du côté des dames, l'on compte saisir la moindre opportunité pour aller le plus loin possible dans la compétition. Dans notre poule, on a le champion du Congo et on a le champion, l'équipe championne de l'Égypte. Donc, nous-mêmes savons que ces deux nations, c'est des grandes nations de handball. Donc, il y a la première chose à attendre, c'est d'aller s'y frotter d'abord, d'aller apprendre. Et si dans l'apprentissage, comme le dirait l'autre, l'appétit vient en mangeant. Si en mangeant, on a l'appétit. Nous avons des rêves et nous allons essayer de réaliser nos rêves. En attendant d'y arriver, la préparation se poursuit. Retour sur le championnat de la Super League Pro. On aborde à présent le point, sinon les résultats de la première journée. Match nul pour Panthère FC versus Buffle FC. Beke FC bat Abeille FC 2-1. Match nul également pour Dynamo Dabomey et Dynamique FC. Lotopopo versus Audio FC, match reporté. Match nul pour Takuna FC et Boa FC. AS Cotonou bat Sitatunga FC 3-0. Match nul pour Aspak FC et Sobemap FC. Match nul également pour Dragon FC versus USS Kraké. 0 but partout pour JSP et AS Police. Match nul pour Requin FC et Aziza FC. Banigansé et Cavalier FC 0-1 en faveur de Cavalier FC. Dadje FC et AS Tonnerre, match nul, 1 but partout. 3-0 pour Damissa FC et Real Sport FC. Espoir Savalou et Dynamo 2-1 en faveur de Espoir Savalou. Asvo Adidja FC 0-1 en faveur de Adidja FC. Ayema FC versus JSO 3-1. Coton FC et Jacques 3-0 en faveur de Coton FC. Et enfin, Étoile Filante versus Avrancourt OMN, 0 but partout. Voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce dimanche. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAV TV.